Les réflexions que je présente aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'un projet de recherche en cours portant sur les figures du discours narcissique. Bien que je ne m'intéresse pas directement aux questions de transfictionnalité, de transmédialité ou d'imaginaire à la chaîne, pour reprendre l'expression de Mathieu Le Tourneux, la problématique de la sérialité rejoint celle de la performance de soi impliquée dans la télé-réalité, sur laquelle je me pencherai aujourd'hui. Après avoir introduit la question du narcissisme et avoir décrit le dispositif énonciatif propre au genre, je tirerai quelques conclusions relatives aux enjeux identitaires qui y sont déployés, et pour ce faire, je référerai à l'exemple de la série The Real Housewives of New York City. Dans le livre The Narcissism Epidemic, Living in the Age of Entitlement, Jean Twenge et Keith Campbell en 2009 affirment que le trouble de personnalité narcissique, caractérisé par l'égocentrisme, la surestime de soi, le manque d'empathie, la superficialité, etc., serait devenu le modèle de la subjectivité contemporaine. Il trouve à cette épidémie 4 causes. Une première serait générationnelle, alors que des transformations majeures en termes de parentage et d'éducation depuis les années 1970 seraient venues gonfler à bloc l'ego des millennials. L'arrivée du numérique influerait à son tour sur cette inflation de l'égoïsme, le développement d'Internet favorisant un repli sur soi et tout en exigeant la nécessité de constamment s'y mettre en scène. Une autre cause serait économique, alors que l'accès trop facile au crédit donnerait l'illusion que chaque désir peut être réalisé, le tout culminant dans la crise économique de 2008. Et une dernière raison serait culturelle, les médias populaires relayant une fascination que des auteurs considèrent malsaine pour les célébrités. À cet égard, la télé-réalité, où The Unlikable Narcissistic Character is often the most remembered, se trouve plus spécifiquement mise au banc des accusés. Sa capacité à créer instantanément des stars, synthétisant l'essentiel des doléances des deux chercheurs. Bref, pour le discours narcissique dont ils sont les épigones, reality TV is invoked as the epitome of all that is trivial in contemporary culture, and as exemplifying the extent to which there has been a regrettable democratization of fame. Loin de moi l'idée de me prononcer sur la valeur morale ou esthétique de la télé-réalité. Ce qui m'intéresse d'un point de vue identitaire, c'est ce que John Corner appelle le selving, qu'on pourrait traduire par production de soi, c'est-à-dire le processus par l'intermédiaire duquel divers effets identitaires sont engendrés par les circonstances particulières où se retrouvent les participants et les dynamiques intersubjectives qui sont typiques du genre. Je référerai donc au cas de Real Housewives of New York City, série diffusée sur les ondes du réseau américain Bravo depuis 2008 et emblématique, à mon sens, de certains enjeux identitaires découlant de ce processus de selving, où il est certes payant d'être narcissique, mais où la nature sérielle du genre implique tout à la fois la nécessité pour les protagonistes d'adopter une posture moins égocentrée qu'à proprement parler histrionique, voire agonistique. Tout d'abord, soulignons que les Real Housewives de New York se veut à la base une production tributaire d'une lucrative franchise inspirée de l'œuvre de fiction Desperate Housewives, qui était diffusée sur ABC de 2004 à 2012, et initiée par The Real Housewives of Orange County, que le réseau Bravo promeut dès 2005 en tant que wildly entertaining, larger-than-life look within one of the most affluent gated communities in America. All aspects of the richer-than-thou Orange County life that prevails among the families of the community will be exposed, from CEOs who make millions and their wives and children who spent it. La série, qui a rapidement engendré une pléthore de spin-offs, Atlanta, New Jersey, Miami, Dallas, etc., se propose de suivre le quotidien d'un groupe de femmes, entre 5 et 8 par saison, vivant dans une métropole américaine. Fidèle au branding privilégié par le diffuseur, qui opte, selon John Krasinski, pour une nette celebration of affluence, nos Real Housewives de New York paraissent, disons-le, bien nantis. On a une comtesse, Luann, une princesse, Carole, et une série de participantes qui appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la moyenne bourgeoisie entrepreneuriale. Lorsque l'on tâche de décrire le processus énonciatif au sein duquel le serving de ces protagonistes new-yorkaises peut être projeté, on constate aisément que la mimésis s'y déploie en fonction de deux grands modes d'organisation formelle qui encadrent la représentation. On a des séquences de monstration spontanées et que l'on nous présente comme improvisées, alors que les protagonistes sont captés en train d'être elles-mêmes en interagissant avec autrui, souvent de manière conflictuelle et acrimonieuse, et ce, dans un contexte inusuel, un cocktail, un mariage, un séjour à la campagne, etc.,
Et il y a des séquences de réflexion où les participantes sont cette fois invitées à poser un commentaire sur ce qui vient d'être montré d'elles à l'écran. Si la monstration s'appuie sur le hic et nunc du réel des protagonistes et en saisit les moindres réactions et souvent exubérantes émotions, la réflexion s'impose quant à elle a posteriori et implique un moment de décantation plus rationnel. Si les caméras accompagnent les participantes dans des lieux naturels dans le cadre de la monstration, la réflexion s'effectue pour sa part en studio, souvent à l'intérieur d'un espace clos qu'on appelle le confessionnal. Enfin, si la monstration tâche d'entretenir l'illusion référentielle, les protagonistes se faisant un devoir d'ignorer la présence de toute l'équipe technique qui les suit pourtant partout, la réflexion est quant à elle directement adressée à la caméra, aux producteurs au contenu qui se terrent derrière et ultimement aux téléspectateurs. Bref, si individualisme égocentré il y a dans la télé-réalité, comme le suggère, on l'a indiqué, tout un pan du discours narcissique contemporain, ce serait d'abord là qu'il se trouve, à mon sens, dans le fait que le dispositif lui-même contraint les protagonistes à constamment se mirer dans l'image d'elles-mêmes que leur renvoie l'écran, nos Real Housewives se retrouvant prises dans un processus de reconnaissance continuelle de soi qui reproduit le geste de recognition prototypique du mythe ovidien. Mais cet enfant, c'est moi, nous dit le narcisse d'Ovide. Je l'ai compris et mon image ne me trompe plus. Spéculaire, le genre de la télé-réalité donne à ses participants l'occasion de se réfléchir aux deux sens du terme. C'est donc à l'intérieur de ce cadre énonciatif que les protagonistes new-yorkaises peuvent proposer une performance de soi inédite et que plusieurs, on l'aura compris, vont taxer de narcissique. Cela dit, cette même performance est d'emblée orientée par le dispositif lui-même dès le générique d'ouverture de toutes les franchises de la série. En effet, chacune des Housewives, depuis Orange County, est invitée à se présenter à la caméra accompagnée de son nom inscrit à l'écran avec, en voix off, l'énonciation qu'elle fait de sa devise personnelle, sa tagline, c'est-à-dire une affirmation généralement embrayée au niveau actentiel, renvoie à l'énonciatrice elle-même, est censée donner le ton à la prestation qu'elle offrira tout au long des épisodes à venir. Pour les 3 premières saisons de Real Housewives de New York, la devise de Luann, I never feel guilty about being privileged. Alex, to a certain group of people in New York, status is everything. Et Jill, I run with a fabulous circle of people, insiste sur l'importance du succès, de la richesse, du statut social et du maintien des apparences qui, veut-on nous faire croire du moins, règne au sein des cercles sociaux où ces femmes évoluent. Sinon, les devises de Ramona, I like making my own money, I find that an aphrodisiac, et de Bethany, New York City is my playground, suggèrent cette fois des motivations plus ludiques, peut-être plus self-serving, tout aussi intéressées par des satisfactions d'ordre, disons, intimiste. On trouverait donc là 2 dynamiques de serving à l'œuvre. D'un côté, des performances de soi relevant d'un idéal collectif, d'opulence, de standing social, celui de la série même initiée par Bravo et auquel les participantes de chacune des franchises doivent se conformer pour pouvoir en faire partie. Mais de l'autre, il y a une volonté d'affirmation, qu'on dirait en linguistique, idiolectale, marquée cette fois par la nécessité de se distinguer des autres pour, à l'écran du moins, exister à titre de housewife au singulier. D'une part, cohésion d'ensemble imposée par les producteurs. D'autre part, individualisme effectivement narcissique, non au sens pathologique, mais plutôt au sens de strict processus identitaire de chacune des femmes. Cette performance de soi clivée des Housewives tout au long des 10 saisons de la franchise jusqu'à maintenant génère une série de représentations identitaires relevant de la figure de la rich bitch, identifiée par Lee et Moskowitz. Sacrificing motherhood, empathy, and altruism, the rich bitch, a bourgeois feminine character done up as a cartoonish trope, pursues selfish material gains single-mindedly, always gendered, female, always classed, leisure, and almost always racialized, white. She functions at a cultural crossroads where class antagonisms can be articulated and traditional gender roles can be reasserted. Qu'une telle figure puisse sembler notamment antiféministe, raciste ou hétéronormative n'intéresse pas ma réflexion actuelle. Je retiens néanmoins ici l'idée voulant que la rich bitch, qui est engendrée par l'équipe de production et qui s'appuie sur une irony that mocks hypocritical wealthy cast members selon Krasinski, mais dont les protagonistes demeurent tout à la fois volontairement complices, constituerait le négatif de cette autre figure identifiée par Martine Delvaux, soit celle des filles en série.
qui sont non seulement structurantes, mais déstructurantes, et qui permettent d'inventer le féminin, proposant une mise en forme des filles comme on souhaite qu'elles soient dans un contexte patriarcal. Aussi, la Rich Bitch n'a de cesse de s'assujettir à un imaginaire, illustré par les devises du générique d'ouverture, qui caractérise l'éthos de la série et auquel son serving est invité à se conformer d'un côté, mais tout en transgressant ces mêmes idéaux par une enfilade soutenue de comportements grossiers et de propos embarrassants, déplacés, excessifs, ridicules, contradictoires, mal intentionnés, etc., qui assurent le maintien de sa singularité. Les exemples de cette dynamique à l'œuvre abondent, mais je me contenterai d'insister sur la mémorable séquence suivante, qui met en scène toutes les Housewives de la saison 6, diffusée en 2014, mais qui insiste sur une altercation entre Heather et Aviva. Dans le cadre de l'ultime épisode de la saison, Heather remet en doute le sérieux des crises d'asthme d'Aviva, crise qui l'aurait notamment forcé à annuler sa participation à plusieurs séjours du groupe et auquel aucune des femmes ne semble croire, accusant Aviva d'être une menteuse, fake, et d'exagérer délibérément les nombreuses afflictions dont elle prétend souffrir depuis que sa jambe gauche a été broyée lors d'un accident alors qu'elle était enfant. On va donc là clairement s'opposer fantasme de cohésion collective, subsumé par l'adjectif bitch, rich, et effort d'affirmation individuelle, bitch, et les conséquences intersubjectives qu'un tel clivage engendre. Lors d'un cocktail organisé à Manhattan, Heather n'hésite d'ailleurs pas à confronter Aviva au sujet de ses prétendues tromperies. D'une telle scène, à la fois outrancière, choquante, point d'interrogation, comique, pour ne pas dire ridicule et résolument affectée, je retiens tout d'abord que le serving que propose Aviva opte pour une performance de soi métaréflexive. La protagoniste, visiblement familiarisée avec les codes de la télé-réalité en général, et ceux de la franchise des Real Housewives en particulier, semble tout à fait consciente, complice des effets que son accès de colère et de la place qu'il tiendra dans l'économie plus générale de la production, où ces moments d'excès sont récompensés par des réactions spontanées, Can I go home? Oh shit, I'm done, I'm going to vomit, mouvement de recul, hilarité générale, et donc d'un temps d'antenne assuré. Aviva confirme d'ailleurs que son geste était prémédité. I look at being a housewife as a job to entertain people, and, you know, it was a piece of the entertainment. The highest ratings of the entire season was that episode. D'un point de vue identitaire, il apparaît même que le comportement de celle-ci, et contrairement à ce que la doxa du discours narcissique ressasse, relève beaucoup plus de l'histrionie que du narcissisme. En réalité, ce sont les traits de personnalité du sujet histrionique qui, selon la nosographie en vigueur, adopte une attitude provocante, opte pour une expression émotionnelle superficielle et changeante, utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention sur soi et sollicite la dramatisation, le théâtralisme et l'exagération de l'expression émotionnelle, ce sont les critères donnés par le DSM-5, qui se trouvent dans une telle séquence mise en scène. C'est à quoi vient alluder à son tour cette quasi-vaudevillesque prothèse qui trône au centre de notre écran et qui rappelle dans toute sa facticité la sangle du talon haut bien en place, les faux ongles d'orteil minutieusement peints en rouge, la nature composite, hétérogène et fantasmatique de la subjectivité. Le miroir narcissique que serait supposé constituer la télé-réalité, devenant plutôt le réceptacle d'une hubris paroxystique aussi déliée qu'artificielle, nonobstant les démentis d'Aviva et les radiographies de ses poumons qu'elle fournit également. On l'a dit, le dispositif lui-même contraint, assujettit la figure des Housewives à participer à l'énonciation d'un idéal collectif, rich, mais les amène tout à la fois à affirmer, de manière histrionique, leur propre unicité, bitch, quitte à ce que ces dynamiques en deviennent ultimement agonistiques, comme en témoignent les conflits au cœur desquels les Housewives se retrouvent en permanence entre elles, d'un épisode à l'autre, de saison en saison, et que le même suivant synthétise parfaitement. C'est en ce sens que l'on peut affirmer avec Mathieu Leroux que la télé-réalité mettrait bel et bien en scène une destruction de l'autre qui se fait au profit d'un rayonnement individuel. La gonne concernerait également les téléspectateurs qui s'intéressent certes à la télé-réalité pour plusieurs raisons. Luc Dupont énumère notamment le besoin d'identification, le désir d'évasion, le processus d'élimination, les normes rassurantes ou le voyeurisme. Dans Why People Watch Reality TV,
Stephen Rice et James Wiltz constatent quant à eux que certaines motivations psychologiques plus fondamentales expliqueraient l'engouement du public pour un tel type de représentation, les deux principales étant celles qui touchent aux questions du statut social, on aime voir des gens riches à l'écran, mais aussi des motivations qui impliquent le désir de vengeance. Motivations qui viennent rejoindre en filigrane cette dynamique duale rich-bitch, typique du selving histrionique imposé par le dispositif des Real Housewives, qui m'a semblé emblématique d'une certaine télé-réalité, de The Real World à Jersey Shores, à The Osbournes ou Keeping Up with the Kardashians, en passant par Occupation Double. En bout de ligne, cette incessante insistance sur le drama que l'on associe d'emblée à la franchise et qui n'est jamais bien loin de la train wreck television, c'est-à-dire d'une jouissance liée à l'embarras public d'autrui, à la honte, l'humiliation, au désastre, mais aussi à l'inconséquence, les conflits entre housewives ne semblant jamais avoir de véritables répercussions, comme une catharsis blanche qui ne purgerait en définitive de rien, rappelle que la présence des housewives à l'écran et le renouvellement annuel de leur édition par le diffuseur franchiseur, de même que la renégociation de leur salaire, repose ultimement sur les codes d'écoute engendrés par les épisodes et, par le fait même, sur le niveau d'intérêt qu'elles arrivent à générer et à maintenir. Aussi, la franchise des Real Housewives de DC, diffusée en 2010, a été annulée après une seule saison, car ses protagonistes étaient considérées trop ennuyantes. But they were not tig-tearing, table-flipping mad. This was a problem. The housewives of DC were quite simply too dignified, too Washington, selon Lisa de Moraes, c'est-à-dire trop rich et pas suffisamment bitch. En somme, pour conclure, on constate qu'il y a un lien entre économie sérielle et processus identitaire. C'est ce qu'on pourrait dire avec Marc Andrejevic, que reality TV serves as a compact metaphor for the productivity of the online economy. Self-disclosure of even the most mundane verity is increasingly economically valuable. Aussi suggérerais-je, pour terminer, que l'identité de la housewife à l'écran semble avoir en quelque sorte anticipé notre propre identité telle que le Web 2.0 l'interpelle. Alors que la nécessité constante de nous mettre en scène, de faire acte de présence, de donner signe de vie, pour reprendre l'expression de Philippe Lejeune, et de s'imposer par une production continue d'identithèmes, de traits identitaires singuliers, tweets, posts sur Instagram, statuts Facebook, likes, etc., caractérise notre serving numérique et où nous sommes tous, au fil de nos interventions et de nos interactions sur le web, à la limite d'être une housewife histrionique. Nous sommes en quelque sorte des haters, des trolls, des catfish virtuels, c'est-à-dire potentiels. Bref, le lancer des injures et des prothèses sur lequel s'appuie l'imaginaire libéré par les Real Housewives permettrait ultimement aux téléspectateurs, à l'instar de ce YouTuber décrit par Antonio, de faire l'expérience de sa propre négativité. Merci.